Je sais, on était censé se retrouver pour le cinépop sur le Roi Lion, mais j'ai préféré le repousser d'une semaine pour pas le rusher. Mais je vous promets, le week-end prochain, il est là. Mais comme on vient d'entrer en octobre, donc le mois d'Halloween, je me suis dit si on revenait sur mon premier film de fantôme, celui que je matais tout le temps quand j'étais gamin. Et c'est pas Ghostbusters, c'est Casper. Comme toujours, ça faisait super longtemps que je l'avais plus vu, donc la question est la même que d'habitude, est-ce que Casper en 2022, c'est encore bien? C'est le premier film de Brad Sibelring, dont les autres films notables sont City of Angels, un genre de remake des Ailes du désir de Wim Wenders, avec un Nicolas Cage qui joue un ange tombant amoureux de Meg Ryan, et en même temps, Meg Ryan dans les 90s, on peut pas lui en vouloir. Et les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Ouais, celui avec Jim Carrey. Mais bon, on s'en fout un peu, c'est une critique donc on va se concentrer sur le film, et vu que c'est un film de fantôme, il est bien sûr sorti en mai. Oui. On est dans une petite ville du Maine, ce qui est assez rare quand on n'est pas chez Stephen King. Attends, ça me rappelle un truc ça. On est dans une petite ville du Maine, ce qui est assez rare quand on n'est pas chez Stephen King. Ok, c'est peut-être pas si rare que ça finalement. Donc on est dans la petite ville bien nommée de Friendship, où la méchante du film, Carrigan, vient d'hériter d'un grand manoir, alors que son père a préféré léguer toute sa fortune à des assos pour animaux, dont une pour les dalmatiens dyslexiques. C'était un bon son père. Après, un manoir en soi, c'est pas mal, et apparemment, il y aurait même un trésor caché quelque part, donc c'est encore mieux. Sauf que celui-ci est totalement délabré, mais surtout, il est hanté. Alors, elle et son bras droit en pleine friendzone, incarné par Eric Idle, membre des Monty Pythons, tentent de régler le problème, avec un prêtre sorti de Saturday Night Live, qui revient comme s'il avait croisé Regan, la gamine dans L'Exorciste, et Dan Aykroyd, dans son personnage de chasseur de fantômes, qui lâche cette phrase parfaite. Who you gonna call? Someone else. Et ouais, j'espère que vous aimez l'humour référencé parce que le film en est rempli. On sent que le génie d'Aladin c'était il y a 3 ans et que ça a laissé des traces. Mais dans ce manoir, il n'y a pas que des esprits frappeurs et méchants. Il y a aussi Casper qui, un jour, alors qu'il regarde la télé, tombe sur un reportage à propos d'un psy pour fantômes, qui aiderait les âmes perdues à passer de l'autre côté. Sorte de Ghost Whisperer mais sans le charme de Jennifer Love Hewitt. Le petit fantôme, sans doute fatigué d'errer sans but et sans amis, s'arrange pour que Carrigan tombe sur le programme télé. En passant par les câbles électriques, sûrement parce que c'était plus facile à animer, et elle l'appelle. Casper a réussi. Ouais, par contre, c'est pas vraiment parce qu'il veut passer de l'autre côté qu'il fait tout pour que le psy vienne, hein. C'est parce que ce psy a une fille, et que cette fille, c'est Christina Ricci, et que Casper en est tombé amoureux encore plus vite que dans un Disney. Le docteur Harvey et sa fille nous sont brièvement présentés alors qu'ils roulent vers le Maine, lui chantant la fin de Joker, That's life. Et elle montrant clairement que la situation la saoule de plus en plus. Bah ouais, elle change constamment d'école, et elle a aucun pote puisque tout le monde trouve bien ridicule que son père essaie de communiquer avec des fantômes. Toute une bande de gosses que Mercredi Adams aurait traumatisé avec plaisir. Il lui promet que cette fois-ci, c'est la dernière, et que s'il ne trouve pas de fantômes, il arrêtera. Évidemment, comme à chaque fois qu'on dit que c'est la dernière fois au cinéma, il va se passer un truc. Comme tous les flics dont c'est la dernière mission par exemple. Ou comme la fois où j'ai dit à ma mère que c'était mon dernier tour à vélo, je me suis défoncé le coude. Le film fait aussi bien comprendre que la mort de la mère est encore dans leur mémoire à tous les deux, et que si James est devenu psy pour fantôme, c'est tout d'abord dans l'espoir de retrouver une trace de sa femme, chose à laquelle Kat, la fille, ne croit pas du tout. Mais ce doute ne va pas durer longtemps. Arrivé au manoir, après avoir rencontré les deux connards, qui ne font même pas semblant d'être sympas, il les allume le courant. Attends mais du coup, comment il matait la télé Casper ? Et Kat se trouve une chambre, qui est en fait celle de Casper, qui réagit comme n'importe quel mec la première fois que ça lui est arrivé. Yes. Il va pour se présenter, et à mon avis Kat est sourde. Mais quand elle finit enfin par le voir, sa réaction est la même que tout le monde. Heureusement son père arrive, fait le tour de la chambre pour la rassurer, comme Sully dans Monstres et compagnie. Il est vide. Tu vois ? C'est toi qui es vide. Et réagit très dignement quand il voit son premier fantôme. Bah non, il gueule aussi comme un débile. Vraiment l'un des cris les plus ridicules que j'ai jamais entendus. S'ensuit une scène beaucoup trop longue, qui nous offre quand même quelques nouveaux caméos, et les 3 autres fantômes de la maison, les méchants, finissent dans un aspirateur. Mais c'est des fantômes. Ils peuvent traverser des murs, mais par contre les aspirateurs là c'est la limite. Le lendemain, Kat sort de sa chambre, armée de son petit aspi. Et tant qu'à faire, tu pourrais t'occuper des toiles d'araignée, non ? Elle va dans la cuisine, où Casper lui fait comprendre qu'il est gentil, et lui prépare un bon petit déjeuner, avant de se toucher pour la première fois, se demandant si ça va leur faire mal, ou pas. Ouais, on a compris le sous-entendu, mais c'est globalement mignon comme scène, entre deux jeunes qui attendent depuis très longtemps d'avoir un ami. Le père arrive, puis les 3 autres, qui en profitent pour faire des références très appuyées à Apocalypse Now et au Magicien d'Oz, parce que pourquoi pas, ils sont odieux avec Casper, et le docteur Harvey,
décide quand même de faire son job, proposant aux 3 oncles une thérapie pour qu'ils puissent passer dans l'au-delà et arrêter de faire chier tous ceux qui rentrent chez eux. Séance qui va évidemment se passer plutôt mal, même si on comprend qu'ils sont plus déconneurs que vraiment méchants. Pendant ce temps, Kat va à l'école, rencontre un beau gosse et se fait un peu ridiculiser devant tout le monde, avant qu'il décide de faire la fête d'Halloween chez elle, puisque c'est la baraque la plus flippante de la région. Ouais, c'était vraiment juste une scène pour justifier que la fête d'Halloween va se passer chez eux. Et aussi pour présenter les personnages de Vic, le beau gosse, et Amber, la fille populaire de l'école, qui évidemment est une immense connasse, qui force Vic à aller demander à Kat d'être sa cavalière pour la fête. Ouais, puisqu'on est dans le Maine, autant aller puiser un petit peu chez Stephen King. Une sous-intrigue qui n'aura quasiment pas de conclusion, si ce n'est que Kat sera triste pendant le bal. Ça rend Kat contente et Casper jaloux, et ça donne un dialogue du style « Ouais, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi ?» Bah déjà, il est vivant. Et d'un côté, c'est vrai, mais d'un autre... Ouch, quoi. Mais notre petit fantôme ne se démonte pas, fait sa meilleure imitation de Terminator, Come with me if you want to live. et emmène Kat en haut du phare de la ville, où il lui explique que depuis qu'il est un fantôme, il ne se souvient plus vraiment de sa vie. Ce qui fait Kat se demander si sa mère est aussi un fantôme, est-ce qu'elle l'a oublié? Et c'est le genre de scène douce mais assez sombre qui font que j'aime beaucoup le film. Il ne se cache pas constamment derrière le côté marrant de Casper ou de ses oncles, et assume le fait que ça parle d'un gamin décédé, seul et triste, resté sur Terre pour ne pas abandonner son père. Bon, ça tient pas sur toute la longueur, mais ça a le mérite d'exister. La scène se termine sur Casper demandant à Kat s'il peut la garder, ce qui est aussi adorable que creepy, avant d'aller s'endormir à ses pieds comme un chien. Parce que c'est vrai, elle lui a piqué son lit, mais ce problème de souvenir va vite trouver une résolution, puisque 2 scènes plus tard, Kat retrouve les affaires de Casper dans le grenier, ce qui lui fait se rappeler plein de trucs, comme le fait que son père était un inventeur, et que l'une de ses inventions, située sous la maison, endroit où on accède grâce à un truc beaucoup trop fun. J'ai toujours adoré cette scène. Ouais, donc sous la maison, se trouve son invention la plus importante, celle qui permet aux fantômes de revenir à la vie. Et évidemment, il n'y a qu'un seul flacon de potion magique. Ok, question. Pourquoi est-ce qu'il l'a jamais utilisé quand il était en vie? Il est mort juste quand l'invention s'est finie, c'est ça? Bref, là c'est le moment où le film se rend compte qu'il reste une demi-heure et qu'il y a encore beaucoup trop de choses à montrer et à dire. Du coup, ça part en couille. Bon, accrochez-vous, ça va secouer un peu. Les 2 méchants, qui passaient justement par là, suivent Casper et Kat jusqu'en bas. Et en bas, parce que ça arrange le scénario, il y a aussi le coffre-fort, qui doit sûrement contenir le fameux trésor. Mais impossible d'y accéder, sauf en pouvant traverser le métal. Ouais, ou en l'ouvrant avec des explosifs? Non? Je sais pas, moi c'est une idée comme ça. Hein. Et leur idée c'est, puisqu'il y a une machine pour faire ressusciter les gens, ce serait de mourir, d'aller chercher le trésor, puis utiliser la machine pour revenir à la vie. Non, vraiment, je pense que les explosifs c'est une meilleure idée. Ils passent donc 2-3 minutes à essayer de se tuer l'un l'autre, ce qui est marrant mais qui dédramatise totalement la mort, et c'est finalement Carrigan qui va faire une chute mortelle, revenant en fantôme. Mais c'est pas tout, parce que James, le père, qui était parti se bourrer la gueule avec les 3 autres, tombe dans un trou et devient lui aussi un fantôme. Vous voyez venir le truc? 3 fantômes, une seule fiole. Carrigan vole le trésor, mais a la mauvaise idée de dire qu'elle a tout ce qu'elle veut, qu'elle n'a plus rien à accomplir, et quand un fantôme n'a plus rien à accomplir, bah il cesse d'être un fantôme. Bien joué. Entre-temps, ils sont remontés sans aucune raison, juste à temps pour ouvrir la porte à sa classe, qui arrive pour fêter Halloween. Puis ils sont redescendus. On revient exactement à la même scène avec Carrigan, Dips, Kat et Casper, mais ils ont été ouvrir la porte en commençant à monter avant que quelqu'un ait sonné. Vraiment, je comprends pas, mais passons. Casper s'apprête à revenir à la vie quand Papa Fantôme débarque, et là bien sûr c'est lui qui finit dans le four, et reprend son apparence humaine. Sympa Casper, hein. Et justement, comme il a été sympa, un ange, qui est aussi la mère de Kat, lui propose un deal à la Cendrillon. Il va pouvoir redevenir un petit garçon pour la soirée. Il descend, il danse avec Kat, qui, je vous le rappelle, était triste parce que Vic ne voulait pas vraiment passer la soirée avec elle. Un petit câlin, un petit bisou, et paf, il est de nouveau un fantôme. Ah ouais, donc on est sur un gros deal de merde, il a été humain 12 minutes, ça valait la peine de sacrifier. Pendant ce temps-là, Alicia, donc l'ange, donc la mère, donc la femme de Doc, lui apparaît aussi pour lui dire qu'elle n'est pas un fantôme et qu'il doit arrêter de la chercher. Et elle s'en va. Puisque tout le monde s'est enfui quand Casper s'est retransformé, ils terminent la soirée entre eux, et c'est fini. Et franchement, pas cool de la part de la mère de même pas avoir parlé à Kat. Mais sinon, c'était très bien. J'ai un petit peu plus de mal avec les dernières parties, qui est vraiment bordélique. Mais tout ce qui se passe avant, c'est très bien. La première heure, voire heure 10, réussit à être un mélange parfait d'humour et de références efficaces, avec une histoire finalement assez sombre, qui tourne bien sûr énormément autour de la mort, et l'assume, avec des questionnements sur le deuil, sur laisser partir ceux qu'on a aimés, sur le souvenir qu'on laisse,
sur la difficulté d'élever un enfant seul aussi, et rien que pour ça, le film mérite d'être vu. Et apparemment à l'époque, ça a été assez critiqué ce côté un peu sombre, alors que pour moi, c'est la grande force du film. Mais l'humour n'est pas que référencé. Le duo Carrigan-Diggs est par exemple excellent tout le long, avec un timing comique parfait de Eric Idle, chose qui n'était plus approuvée, lui qui prend le rôle des casseurs-flotteurs de Maman j'ai raté l'avion, se prenant toutes sortes de trucs dans la gueule, se brûlant, se blessant. C'est assez classique, mais avec un acteur pareil, ça fonctionne totalement. Et puis c'est, avec Mercredi Adams, l'un des tout bons rôles de Christina Ricci dans les années 90. Ce qui nous rappelle qu'elle a été l'une des enfants stars les plus talentueuses de son époque, et sa relation avec Bill Pullman fonctionne bien. Bon après oui, il fallait bien trouver une sorte de climax pour la fin, mais faire mourir 2 personnages en 10 minutes et ajouter cette machine magique, c'était un peu too much pour moi. Puis il y a quelques règles scénaristiques un peu pétées, genre Casper qui est resté en fantôme après sa mort pour être près de son père, ne devrait logiquement plus être un fantôme une fois que son père a canné aussi, et des arcs qui ne servent pas à grand chose. Un film qui aura réussi à me toucher, encore aujourd'hui, bien plus que je ne l'aurais pensé, et pour moi il mérite un bon 14 sur 20. Bon, c'est la dernière fois que je le dis, c'est promis, au week-end prochain, pour le Cinépop sur le Roi Lion. Ciao.